Le thème est celui de l'espace. Que peut-il être dit au sujet de l'espace? Dépendance. Comme si l'espace dépendait d'autre chose. Une petite source goutte à goutte. Cette dépendance renvoie apparemment à quelque chose de plus réduit, à un flux, à de petits flux qui se manifestent de manière séquencée. Alors peut-être y a-t-il, comme cette image était déjà sortie avec la notion de polarité, alors est-ce que ça a un lien? Et là, des nuages avec un arc-en-ciel. Donc l'espace dépendrait de flux d'énergie tout petits, séquencés, et en même temps d'une émanation plus éthérique, plus créative. Confusion. Comme si l'espace, c'était également une création qui vient d'une perturbation de l'énergie. Est-ce que l'espace est dépendant de flux vibratoires? C'est la fin. La source. Donc on peut imaginer que la source, c'est comme une énergie très pure, très nourrissante. Alors l'espace serait dépendant d'autre chose, de multiples flux, de multiples mouvements tout petits, qui créent alors une émanation. Moi je vois dans confusion, con, qui veut dire avec et fusionner avec. Donc dépendance et confusion, le fait de fusionner avec. Alors l'espace dépendrait du fait d'assembler, de conjuguer à la fois une énergie ou une présence éthérée avec une autre énergie qui a été séquencée, qui a été réduite et séquencée. Et fin et à côté source, c'est-à-dire c'est avec ce procédé qu'a été créée cette notion d'espace, et il y a eu à ce moment-là séparation d'avec la source. La source qui peut être vue comme le lieu initial. Donc c'est en associant autrement, différemment, en conjuguant la présence éthérique avec l'énergie initiale, séquencée, et on voit aussi là, il y a une énergie goutte à goutte, mais il y a aussi la présence matérielle. Étonnamment, donc ça signifierait que l'espace, pour exister, dépend de la fusion, de l'association, con, du latin avec, fusion, d'assembler deux notions qui ne l'étaient pas à la base, la présence éthérique avec l'énergie initiale séquencée, réduite, qui donc crée la polarité et la matérialité. Et dans cette association, dans cette conjugaison, eh bien c'est un éloignement de la source, du lieu initial.
Donc à revoir les vidéos concernant la polarité, la temporalité, parce qu'avec l'image de la petite source, il y a aussi la notion de polarité, de temporalité avec le mouvement et de matérialité. Associer la manifestation éthérique à une transformation de l'énergie initiale en la polarité et la matière. Association de l'éthérique et du matériel, de la matérialité, ça donne naissance à l'espace. Commandement. Oui, comme si cette conception de l'espace venait d'un commandement, d'un ordre, d'une ordonnance, d'une autorité supérieure qui a tout mis en place, tout ordonné pour que cette notion d'espace puisse exister. Il y a 2 images qui viennent en même temps. Bienveillance et énergie. Alors, commandement énergie, c'est-à-dire que oui, c'est une forme d'ordonnance particulière de l'énergie. Alors on peut associer ça à l'énergie initiale, celle de la source, qui a été comme utilisée, conjuguée autrement pour créer d'un côté, pour associer ce qui ne l'était pas, une présence plus éthérique avec la matérialité qui provient de la polarité et donc de la diminution de l'énergie initiale. Donc il y a vraiment eu, pour la création de l'espace, une forme d'autorité, d'action, d'utilisation de cette énergie immense de manière particulière. Et apparemment avec bienveillance. Alors est-ce que le terme bienveillance est vraiment celle du cœur, c'est-à-dire peut-être que ceux qui ont créé toute cette manifestation de la matérialité, la temporalité, qui a créé de fait la notion d'espace, est-ce que c'était avec des véritables intentions du cœur, ou le mot bienveillance peut signifier aussi qu'il puisse s'agir que ça leur plaisait à ces êtres, et qu'en plus, il y avait vraiment une cohérence parfaite, comme si tout avait été conçu au millimètre près, si on peut dire ça comme ça, pour que ça puisse concrètement se réaliser. Une intention vraiment très très puissante et très cohérente et ordonnée de pouvoir utiliser l'énergie initiale qui est d'une puissance infinie pour créer, comme on l'avait vu dans les vidéos précédentes, la matérialité, pas forcément dépendante de la polarité, et conjuguée avec la présence plus éthérée, inertie. Inertie, c'est comme un enfermement, un côté statique. Justement, le fait de contenir l'énergie, de limiter l'émanation de l'énergie selon un cloisonnement prédéfini. Si c'est bien ça, si c'est l'énergie initiale de la source qui a été manipulée, cloisonnée avec cohérence, avec une intention puissante pour créer la polarité, la matière, la temporalité, et donc l'espace s'est ensuite manifesté, comme s'il y avait une intrication entre polarité, matière, temporalité et l'espace.
une interdépendance de toutes ces manifestations qui créent alors une réalité spatiale où la temporalité est présente, où la matière est présente avec la dualité, la polarité. Cet ensemble serait une création voulue intentionnellement avec force et qui est en même temps un éloignement radical à l'égard de la source de l'énergie initiale. Encore 2 images. Communication et abondance. Donc l'image de communication, je la renverrai justement à cette notion de dépendance, d'interaction entre différentes formes de transformation créées par, les décideurs, les concepteurs, un peu comme un procédé alchimique où on fait interagir l'aspect éthérique qui est peut-être plus proche de la réalité initiale. On fait interagir cet espace, cette manifestation éthérique avec la création matérielle polarisée qui sous-entend le temps. Donc c'est vraiment dans un cloisonnement, plein d'interactions différentes, mais qui ont été voulues, conçues avec beaucoup de clarté de volonté. Et c'est ces échanges qui créent l'abondance, une abondance qui est créée. On pourrait dire l'abondance, ça peut être toute cette diversité qu'on peut apercevoir dans l'espace, dans cette notion d'espace et de temporalité. Est-ce que c'est ça? Et étonnamment, on retrouve à nouveau les cactus qui renvoient au thème précédent de la temporalité où on avait vu que le fait de quitter cette énergie initiale qu'on peut appeler la source puisqu'elle est là, manifestée avec cette image d'une source qui coule. On avait observé qu'au départ des êtres, très lumineux, très purs, avec, leur envie de diversifier, d'expérimenter, d'accroître des connaissances, des expériences, avaient créé la temporalité, la matérialité. Mais au final, on avait constaté qu'il y avait une forme d'atrophie qui se met en place, comme si ces êtres perdaient leur lumière et que c'était un processus, d'amenuisement de pire en pire et que seul le retour à l'énergie initiale pouvait rétablir leur énergie ou leur beauté intérieure. Justement, en faisant totalement abstraction de toutes les connaissances que l'on a au niveau scientifique et on voit ici, en connexion avec la supraconscience, qu'il y a vraiment un lien, une dépendance de l'espace à la temporalité, une dépendance intrinsèque à la temporalité, à la matérialité, à la polarité et également à l'éther, à la présence éthérique et que tout cela a été véritablement calculé, préparé minutieusement dans des interactions, des échanges qui n'étaient pas présents initialement, qui ont donné toute cette diversité, mais une abondance qui n'aboutit pas à quelque chose de positif puisqu'il y a une action piquante, on pourrait dire même agressive, régressive. Neutralité. Alors, est-ce que la neutralité, c'est justement la solution pour, stopper ce processus de dégradation, d'altération de l'énergie? Voyage. Dans la neutralité,
c'est peut-être plutôt parce qu'on voit comme 2 ondes, 2 courants donc et le voyage, c'est pareil, on voit aussi une circulation d'énergie, de vibration donc là, ça me renvoie plutôt à cette notion vibratoire, fréquentielle. Comme si l'espace était une atmosphère dans lequel ondulaient des fréquences, des vibrations liées à la temporalité, à la matérialité, à la présence éthérique. Les voyages, c'est plus la temporalité, les différentes expériences que peuvent vivre chaque être vivant. Et là, on voit aussi, c'est des êtres vivants, puisque la carte voyage est posée sur celle de l'énergie et de l'éthérique. Donc le voyage, les expériences, des êtres matériels, mais aussi des êtres plus éthérés. Réussite. Alors là, ça m'envoie beaucoup plus loin, comme si l'espace se propageait toujours davantage, s'agrandissait en fonction des expériences qui étaient vécues, des connaissances qui étaient accumulées dans cette matérialité, polarité associée à l'éthérique. Comme si, voilà, le procédé d'expansion de l'espace est en fonction des vibrations, des fréquences, puisqu'on voit que la carte neutralité est posée sur la carte qui coïncide à la matérialité, à la polarité. Et la bienveillance, on va plutôt associer la notion de bienveillance avec une intention déterminée à créer ou à vivre quelque chose. Donc, l'espace se propage, s'agrandit en fonction des fréquences, des vibrations émises à la fois par les êtres vivants qui vivent dans la polarité, dans la matière, et le voyage est également de ces êtres plus éthérés qui peuvent manipuler directement l'énergie. Et l'on voit sur l'image réussite là, ce n'est pas comme les petites vagues qui sont sur la neutralité, qui sont d'une petite amplitude, et sur l'image réussite là, c'est des ondes qui ont une amplitude beaucoup plus importante. Plus il y a de connaissances, plus il y a d'expériences, plus les fréquences ou les vibrations augmentent, créent un espace plus grand, et on voit en même temps, sur l'image réussite, on voit 3 mouvements, 3 ondulations, alors qui toutes prennent de l'amplitude, mais ces amplitudes ne s'enchevêtrent pas. Comme si chaque espace s'agrandissait en fonction des expériences, mais sans se coller ou interagir entre elles. Ce qui me fait présupposer que différents espaces peuvent, par exemple, se superposer sans se croiser, sans interagir entre eux. Plusieurs espaces se créent en fonction des expériences, des connaissances accumulées, et chaque espace a ses fréquences ou ses vibrations particulières qui n'interagissent pas directement avec les autres. Il n'y a pas, on va dire, d'interaction frontale, il n'y a pas de mélange, comme si les êtres qui vivaient sur un plan, un espace, une temporalité, une densité matérielle, plus
leur expérience et leurs connaissances grandissent, plus l'espace aussi grandit, puis même on voit la notion de temporalité, elle s'étend également. Donc plus la temporalité s'étend, plus l'espace également. On peut dire que ces êtres qui vivent dans la matérialité ont une certaine vibration, de certaines fréquences, et que parallèlement, des êtres non matériels, plus éthérés, eux également accumulent de l'expérience, des connaissances, donc agrandissent aussi leur espace sur d'autres vibrations, une autre forme de temporalité, et cela sur différents niveaux. Alors on peut imaginer, bon, que ces êtres non matériels, ce sont peut-être eux aussi les concepteurs qui ont pris l'énergie à la source, qui les ont manipulés pour créer cette diversité qu'ils avaient envie d'expérimenter. Et en créant cet espace, en y emprisonnant d'autres êtres dans la matérialité, les êtres prisonniers de la matérialité s'expansent avec toutes leurs expériences, leurs échanges, et cela permet également l'expansion sur d'autres vibrations, d'autres fréquences, d'êtres non matérialisés. Avec l'image réussie, il n'y a pas d'interaction vibratoire, fréquentielle directe, de contact, mais il y a quand même une interaction, on va dire, non visible, qui fait que, à chaque fois qu'il y a des expériences sur un plan particulier, ces expériences qui sont faites ont une répercussion sur d'autres niveaux, plus haut, plus bas, et qui donnent naissance à une expansion plus grande. Alors, la temporalité se manifeste, l'espace se crée également, on peut dire même simultanément. Plus il y a d'expériences, plus il y a de connaissances, plus le temps s'étend, l'espace également. Et on peut imaginer qu'il y a différents êtres vivants, matériels et non matériels, qui n'interagissent pas directement, et chaque espace qui s'expand est en corrélation avec l'expansion d'un autre. Puis on voit un petit point rouge là, à la base, alors peut-être que c'est effectivement soit l'intention initiale de ces êtres qui ont créé, et chaque intention crée un mouvement, temporalité, espace, interconnecté, sans confrontation frontale. Sérénité. Alors comme s'il y avait plusieurs espaces qui se superposaient sans s'entrecroiser, et qui, même s'ils ne s'entrecroisent pas, ont une influence les uns sur les autres. On pourrait dire comme s'il s'agissait de plans vibratoires, fréquentiels différents, qui n'échangent pas dans la même temporalité, dans le même espace, et qui pourtant ont une influence les uns sur les autres. Apparemment, ces espaces qui se superposent sans s'enchevêtrer sont apparemment dans une certaine sérénité. Plus l'un s'expanse, l'autre s'expanse, mais il n'y aura pas destruction de l'espace inférieur ou supérieur. Il y a pas un aspect conflictuel. Courage. Alors, est-ce que ça voudrait dire que ça nécessite beaucoup d'efforts pour maintenir ce semblant d'équilibre?
Oui, on voit une montagne avec une pente, très, très glissante, comme si tout pouvait s'écrouler et qu'il fallait, une concentration d'énergie importante pour, tout maintenir dans un semblant d'équilibre. On voit des pistils de pissenlit, comme s'il s'agissait de 2 espaces qui se côtoyaient sans s'enchevêtrer, mais dans chacun des espaces, voilà, tout semble quand même assez léger et fragile, comme si tout pouvait s'envoler. Comme si ce qui était contenu dans un espace ou dans chaque espace pouvait, en fait, facilement se dissoudre, sortir de cet espace. C'est un peu complexe. Alors ceux qui ont créé la temporalité, la matérialité, la polarité, en quittant la source, l'énergie initiale pour vivre des expériences différentes avec une intention très forte, ont créé un espace et puis pour chaque espace correspond des vibrations, des fréquences particulières. Et dans tous ces espaces créés, il y a temporalité, il y a accumulation d'expériences, il y a une possibilité d'expansion de chaque espace pour empêcher que ces espaces se heurtent, se confrontent. Il y a une énergie énorme qui est déployée pour faire en sorte que chaque espace reste à sa juste place et n'interagisse pas directement avec l'autre, même si ce qui se passe dans un espace va avoir quand même une résonance dans l'autre espace. Et pourquoi faut-il beaucoup de courage, de persévérance et de concentration et de force? Parce que chaque espace créé qui semble bien déterminé, qui s'expanse en fonction de l'accumulation des connaissances et des expériences, mais avec même les 2 pissenlits, on voit que s'il n'y avait pas cette contention, ce fait de comme une forme de surveillance à vraiment contrôler, eh bien, ces espaces peut-être auraient naturellement la possibilité d'interagir concrètement entre eux, de se mélanger. Comme s'il y avait un effort énorme qui était fait pour empêcher la communication entre ces espaces qui sont en résonance les uns avec les autres, qui sont interdépendants, mais certains ne veulent pas qu'il y ait échange concret entre ces espaces apparemment très volatiles. Si ces espaces communiquaient réellement, arrivaient justement à sortir chacun de leur cadre et que dans chaque espace, il y a des fréquences, des vibrations particulières et c'est ces vibrations qui maintiennent ces espaces dans une certaine configuration qui fait que l'autre espace ne peut pas interagir directement parce qu'il a une autre vibration qui lui donne une autre configuration. Mais si à un moment, il y avait véritablement connexion, interconnexion entre ces vibrations, ces fréquences, et là on voit le sable donc disparition, comme si tous ces pistils des pissenlits, au lieu de former 2 pissenlits, n'en formeraient plus qu'un. Si ces espaces pouvaient se mêler, on ne pourrait plus les identifier. Comme si c'était des milliers, voire des millions, des milliards de manifestations, les unes à côté des autres, les unes entre les autres, comme si c'était la disparition de la notion d'espace. Avec le sable, on peut dire que voilà, il n'y a pas de volume. Il y a une étendue, effectivement, mais une étendue qui n'a pas de volume. Une étendue en 2 dimensions, alors qu'avec les pissenlits, on pourrait imaginer des volumes en 3D. On pourrait sous-entendre que si ces différents espaces qui contiennent des expériences, des connaissances différentes, des êtres, soit très matériels ou qui ne le sont pas, chaque espace s'expand
et l'expansion d'un espace est en résonance avec l'expansion d'un autre, mais vraiment tout est fait pour que chaque espace, on peut même imaginer qu'il se superpose, qu'à chaque espace correspond vibration et fréquence, que tout est fait pour maintenir chaque espace unique sans interaction directe, mais que pour maintenir ça, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, parce que tout pourrait facilement interagir avec cette montagne qui glisse, ça pourrait se défaire, l'espace en lui-même, cette fréquence, cette vibration pourrait se déliter et se mélanger avec celle d'un autre, avec les pissenlits, comme si tout pouvait se détacher, se déliter facilement. Et s'il y avait réellement entrecroisement, mélange de ces espaces, c'est comme un soufflet qui tombe, c'est ouf, la notion d'espace disparaît, tout se dégonfle. L'espace tel qu'on le conçoit, tel qu'on le connaît, disparaîtrait complètement. Donc, l'espace est dépendant de la temporalité, de la polarité, de cette association avec la présence matérielle et la présence plus éthérique et donc d'intelligence qui permet l'expérience, les connaissances qui s'accumulent encore et encore. Les espaces grandissent sans se connecter directement et pourtant chacun a une influence sur chacun d'autre. Et si cette création d'espaces superposés peut perdurer, c'est uniquement parce qu'il n'y a pas de contact frontal. S'il y avait un entrecroisement réel, une possibilité de passer d'un espace à un autre, un mélange de ces espaces, il disparaîtrait. Plaisir, clarté, donc là les ondes, les vibrations, les espaces. Sur l'image de la clarté, les espaces sont vraiment très distincts les uns des autres, très différents. Alors, qu'est-ce que signifie là cette image plaisir? Alors peut-être que le plaisir des concepteurs, l'intention des concepteurs, c'est d'empêcher absolument cette fusion des différentes vibrations d'espace pour maintenir chaque espace vraiment distinct les uns des autres. Est-ce que c'est bien ça? Alors cette image avec plein de nuages, mais qui forment comme une sphère quand même, et avec ce cœur, comme si cette intention était vraiment de créer un monde dans lequel il y a énormément d'espaces différents qui ne se mélangent pas, qui sont parfois plus petits ou plus grands, mais qui n'interagissent pas concrètement, et c'est ce qui créerait justement le cœur. On peut dire c'est une forme d'harmonie, le fait qu'il y ait une configuration immense dans lequel des millions, on ne dit même pas les chiffres tellement peut-être des milliards d'espaces qui sont présents, chacun agit sur différentes fréquences, et c'est de cette manière-là que cette création, cette configuration peut se maintenir, peut perdurer. Action. Oui, donc ici, ça renvoie à cette notion de courage, comme si justement pour maintenir l'existence de multiples espaces superposés où chacun a sa fréquence, chacun a sa vibration, ses connaissances, ses expériences, des espaces matériels et d'autres qui ne le sont pas, pour que ça puisse se maintenir dans une certaine cohérence, pour que ça ne s'effondre pas, eh bien, il faut en arrière-plan une action ou des actions. Dans le mot action, on peut y voir aussi l'action même de la temporalité. Dès qu'il y a
expérience, connaissance, il y a mise en mouvement, il y a temporalité, il y a expansion de l'espace. Donc ça avait déjà été entrevu, mais là, donc plus que ça, ce serait une action du commandeur, du commandement qu'on avait vu là, la carte sous les cactus. Tout cela nécessite une hiérarchie, une supervision pour que ça puisse se maintenir tel quel. Alors là, j'extrapole encore. Ce qui peut vraiment être dérangeant, c'est quand des êtres vont dans d'autres dimensions qui n'est pas la dimension dans laquelle ils étaient. C'est ce qui pourrait créer des perturbations, qui pourraient, s'il y avait trop d'êtres vivants qui quitteraient leur propre espace pour aller dans un autre, peut-être encore plus matériel ou complètement immatériel, qui passerait de vibration à l'autre, et bien là, c'est comme les pissenlits, ça déstabiliserait l'espace dans lequel ils étaient. Ça pourrait créer l'effondrement de toute cette création. Est-ce que c'est bien ça? Répétition. Tous ces êtres qui veulent passer d'un plan ou une dimension, d'un espace à un autre, ce n'est pas du tout ce qui a été conçu ou voulu initialement. C'est justement cette notion de répétition, et là on rejoint le thème abordé avec la destinée. C'est parce que voilà, il y a un schéma, une ordonnance qui continue, se perpétue, qui peut sembler parfois différente, mais en même temps c'est un principe ou des principes, des processus qui se répètent comme un rouage. On peut imaginer mécaniquement des rouages qui, parce qu'ils sont dans une action particulière, vont maintenir la création. Et toute action qui n'est pas dans la répétition, qui est dissonante par rapport à cette répétition, comme le fait de monter en vibration, de quitter la matérialité, eh bien, ça perturbe la création. Et même, c'est ce qui avait été dit auparavant dans les thèmes plus anciens, c'est qu'à un moment, il y aura peut-être effectivement disparition de la matérialité quand il y aura suffisamment d'êtres vivants qui auront envie de changer de vibration, d'une reconnexion à la source, à l'essentiel, et là tout s'effondrera. Donc est-ce que c'est vraiment ça? Donc là, ça répond que oui, répétition, action, répétition, connaissance, c'est la mise en action de processus qui ont été créés de manière très précise et déterminée, comme des rouages qui se répètent inlassablement, qui créent, comme sur l'image de la connaissance, voilà, des enchevêtrements particuliers, comme des rouages justement, et qui, on peut même imaginer, voilà, à la fois la matérialité, mais la notion d'espace, superposition d'espace, qui s'agrandit en fonction des expériences, la temporalité, et tout cela se maintient vraiment si tout se déroule comme prévu, où les êtres qui sont dans un espace y restent, et ceux qui sont dans un autre y restent aussi, même si ce qui se passe dans un espace, dans un monde, c'est une conséquence dans l'autre, mais il ne faut pas que ces êtres communiquent et surtout passent de leur espace à un autre. S'il y a des êtres dans un espace, dans un monde, qui vont dans un autre monde, c'est là où il y a un risque d'effondrement de toutes ces créations. Alors peut-être pour ça que tout être qui veut, par exemple ici sur Terre, quitter le plan terrestre est confronté à énormément de difficultés pour empêcher sa transformation.
harmonie. C'est l'harmonie de cette création, énergie initiale manipulée, séquencée, associée à des êtres éthérés, crée la polarité, la matérialité, l'expérience temporelle ou immatérielle, les espaces qui s'agrandissent. Et dans la carte d'harmonie, on voit effectivement comme s'il y avait plein d'espaces, mais chacun reste à sa place et n'interagit pas directement avec les autres. Et voilà, ça c'est cette configuration dont a besoin cette création pour se maintenir, sinon elle s'effondre, elle disparaît. Et si tout s'effondre et tout disparaît, est-ce que tout retourne à la source? Parce qu'on peut imaginer que là, les petits grains de sable, c'est toutes les présences qui n'ont plus de lieu attitré, attribué, qui n'ont plus de manifestation spécifique, particulière. Est-ce que si tout s'effondre, tout retourne à la source? Mensonge. Alors, 2 idées, c'est l'une, effectivement, cette action, cette création est un mensonge puisqu'elle est un détournement de l'énergie initiale et de la source. Et puis, si c'est pour répondre à la question que j'avais posée, est-ce que si tout s'effondre, tous ces êtres, toutes ces manifestations retournent à la source? Le mensonge, ça voudrait dire que non. Tous ne retournent pas à la source. Peut-être parce que effectivement, ce lieu initial est un lieu extrêmement puissant, très pur, et si, comme avec ces cactus, si les êtres sont trop qui ont quitté, qui étaient lumineux, se sont complètement déformés, atrophiés, sont devenus trop piquants, c'est comme si après c'était presque incompatible avec la source. Peut-être que le contact avec la source les ferait disparaître. Est-ce que seuls ceux qui ont gardé leur lumière intérieure, s'il y avait effondrement de l'espace et du temps, de la matérialité, est-ce que seuls ceux qui auraient gardé leur lumière intérieure pourraient retourner à la source? Chance, effectivement. Donc si tout s'effondrait, seuls les êtres qui auraient gardé une certaine pureté, une certaine lumière, qui coïncide avec ce lieu initial, seules ces personnes, ces êtres auraient la chance de pouvoir y retourner. Et les autres, que deviendraient les autres? Un arbre mort. Les autres seraient, voilà, puis même on voit cet arbre mort, il y a un précipice, il y a un ravin, donc ces êtres seraient définitivement détruits, anéantis. On peut imaginer que ceux qui ont créé le monde dans lequel on est, là, avec cette superposition d'espaces fréquentiels, vibratoires différents, on l'avait vu aussi, qu'ils n'avaient pas du tout envie de retourner à la source, parce qu'ils ont vraiment totalement obscurci leur lumière intérieure. Ils sont devenus incompatibles avec cette énergie initiale et ils savent très bien que s'ils ne parvenaient pas à maintenir cette création, eh bien, ce serait vraiment leur fin définitive. Donc coûte que coûte, il faut qu'ils maintiennent cette création, que chaque présence emprisonnée dans différents espaces matériels ou immatériels, y soit confinée, sans interaction concrète, pour que cela puisse être un lieu propice à la vie de ces entités de présence qui sont devenues hostiles à la source et qui ont voulu créer leur réalité, mais une réalité étonnamment complexe et intelligente, et en même temps très fragile, parce que sa pseudo-harmonie ou sérénité dépend de facteurs
qui peuvent, en fait, facilement s'effondrer, s'effriter et en même temps, faire disparaître cette réalité et eux en même temps. L'espace est-il vraiment cette création des obscurs dépendante de la temporalité, de la création, de la matérialité, de la polarité, de création des entités? Dans simplicité, je dirais oui, tout simplement, c'est ça. Confirmation, est-ce que c'est vraiment la création des entités? Carte possession, et dans l'image de possession, on voit justement une spirale, comme peut-être la manifestation d'espaces, de plusieurs espaces qui se superposent. Et ça, c'est la création, la possession des obscurs. C'est leur monde, c'est leur création qui a nécessité énormément de manipulation, de création, qui est très attractive et très puissante et en même temps très fragile. Si les êtres qui sont dans ces espaces séparés décidaient de se rassembler réellement, il y aurait disparition de cette création. Oui, et là on a l'image de la lune du côté justement mystérieux, comme si c'était vraiment la manifestation des obscurs là. Si les êtres se rebellent et veulent, en très grand nombre, retourner à la source, parce qu'ils ont gardé en eux la lumière, à ce moment-là, cette réalité créée s'effondre. Oui, donc là on voit des rangées d'arbres et les branches sont comme des bras. Il faudrait cette connexion entre de très, très nombreux êtres vivants, matériels et immatériels, dans une intention bienveillante, pour que tout s'effondre et tout disparaisse. Et là, c'est comme un joyau, les êtres d'un même espace vibratoire se rassembler avec d'autres êtres, d'autres espaces vibratoires. Là, ça créerait une puissance d'action énorme qui pourrait à ce moment-là contrer la création des obscurs. Et elle serait tellement puissante, elle serait tellement différente qu'il pourrait y avoir, alors à ce moment-là, la possibilité de faire en sorte que la création obscure soit confrontée et puisse, s'effondrer. Et là, l'image de la glace, oui, il y aurait la possibilité de figer, de rendre inactive cette création. Échec, et de la mettre en échec. Et on avait vu ça plusieurs fois avec plusieurs thèmes. Le destin des obscurs, qui ne va pas se perpétuer éternellement, qui un jour va prendre fin lorsque suffisamment d'êtres vont prendre conscience d'eux-mêmes, de leur lumière et interagir entre eux. Et là, ce qui est ajouté, c'est interagir entre eux dans leur espace et avec ceux qui sont dans d'autres espaces vibratoires. Et là, ce sera véritablement l'échec et la disparition de cette création obscure. Disparition pour retourner à un espace de vie beaucoup plus paisible, voilà, où la paix, l'harmonie, avec ce lac, ce scintillement, parvenir à une manifestation, tous ensemble, sans hiérarchie, sans conflit, absolument pacifiante.
Oui, parce que la manifestation des obscurs, c'est la perversion, et s'ils sont mis en échec, la perversion disparaît, et c'est là que l'harmonie peut vraiment, enfin, se manifester. Le mot liberté, la véritable liberté apparaîtra lorsque tous les êtres de différents espaces, prisonniers de la création des obscurs, en auront assez et voudront retrouver leur lumière, retourner à la source et s'unir entre eux, ce qui mettra la création en échec. Disparition des obscurs, et les êtres pourront enfin vivre l'harmonie, vivre ensemble dans une harmonie permanente, en pleine liberté.